Elle m'a humilié devant 200 personnes pour faire une plaisanterie. J'ai disparu sans laisser de traces. Des années plus tard, elle m'a demandé « Comment as-tu fait pour réussir ?» Je lui ai répondu par 2 mots. Elle s'est effondrée en pleurant criant « Non, c'est impossible ». Ces 2 mots l'ont complètement détruite. Je m'appelle Marc Delorme. J'ai 42 ans et je pilotais des Boeing 777 pour Air France jusqu'à ce qu'une arythmie cardiaque me cloue au sol définitivement il y a 18 mois. La médecine du travail et la DGAC ne négocient pas avec les problèmes cardiaques. Un simple électrocardiogramme lors d'une visite médicale de routine et 20 ans de dossier de vol impeccable n'ont rien pesé. Ils ont retiré ma licence médicale de classe 1 et, du jour au lendemain, je suis passé du statut de commandant Delorme à celui de simple Marc, assis à la maison, tandis que ma femme gravissait les échelons chez Horizon Voyage. Le gala avait lieu au Georges V, en plein cœur de Paris. Tenue de soirée, champagne à volonté, 200 employés célébrant une nouvelle année record. Sophie m'en parlait depuis des semaines, disant qu'il était important pour ma santé mentale de sortir, de faire du réseautage, de me rappeler que j'avais encore de la valeur même si je ne volais plus. Elle m'avait acheté un nouveau smoking, m'avait aidé avec mon nœud papillon, m'avait embrassé sur la joue dans l'ascenseur de l'hôtel. « Détends-toi ce soir, chérie », avait-elle dit en me serrant la main. Tout le monde demande de tes nouvelles. J'aurais dû percevoir la tension dans son sourire. Le dîner s'est bien passé. Des discours classiques et insipides sur les bénéfices trimestriels, le théâtre d'entreprise habituel. J'étais assis à la table de Sophie avec son équipe. Son patron, Thierry Lemaire, était là, bruyant et confiant, le genre de type qui coupe la parole à tout le monde et pense que le volume sonore équivaut à l'autorité. La quarantaine, le cou épais, une alliance qui ne l'empêchait jamais de se pencher trop près des jeunes femmes du bureau. Puis vint le dessert et le micro. Sophie s'est levée, coupe de champagne à la main, et l'a tapotée avec une cuillère. La salle de bal s'est tue. Elle a souri, ce sourire de relations publiques qu'elle utilise pour les communiqués de presse et la gestion de crise. Je veux partager quelque chose de personnel ce soir, a-t-elle commencé, sa voix portant à travers la pièce, parce que nous parlons beaucoup d'authenticité ici chez Horizon. Et je pense qu'il est important d'être vrai. Mon estomac s'est noué. Je connaissais ce ton, la fausse vulnérabilité, le piège. Mon mari Marc est ici ce soir, a-t-elle continué en me désignant. Un projecteur s'est braqué sur moi. 200 visages se sont tournés. Et je veux juste que tout le monde sache à quel point il a été courageux. Ce n'est pas facile d'être un homme qui ne peut plus travailler, qui prend des anxiolytiques juste pour passer la journée. La salle est devenue silencieuse. Quelqu'un a toussé. Mais vous savez ce qui est vraiment dur. La voix de Sophie a pris un ton espiègle. Vivre avec quelqu'un qui pleure à chaque fois que nous sommes intimes. À chaque fois. Un rire a éclaté, pas des gloussements polis, mais un rire franc et massif. Thierry Lemaire a tapé sur la table, le visage rouge. La femme à côté de lui a couvert sa bouche, les épaules tremblantes. Même les serveurs près du mur souriaient en coin. Je suis resté assis là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, figée. Sophie m'a fait un clin d'œil. Elle m'a réellement fait un clin d'œil. Chérie, je reste juste authentique, a-t-elle dit dans le micro, son ton dégoulinant de fausse sympathie. C'est ce qu'on fait ici, non? L'authenticité. Encore des rires. Quelqu'un a sifflé. J'ai posé ma fourchette, je me suis levé, j'ai boutonné ma veste. La salle riait encore quand je suis sorti, mais pas résonnant sur le sol en marbre. Personne ne m'a suivi. J'ai marché pendant 5 kilomètres à travers Paris avant que ma main ne cesse de trembler. L'air nocturne traversait ma veste de costume, mais j'accueillais le froid. Il me permettait de rester concentré, m'empêchait de faire demi-tour et de faire quelque chose que je regretterais. Mon téléphone a vibré. Sophie. J'ai ignoré. 3 autres appels ont suivi rapidement. Je l'ai éteint. Dans une brasserie ouverte 24h24 près de Montparnasse, j'ai commandé un café que je n'ai pas bu et je me suis assis dans un box au fond, fixant le vide. Une serveuse aux yeux fatigués a rempli ma tasse 2 fois sans dire un mot. Elle avait probablement vu pire qu'un homme en smoking faisant une dépression nerveuse à 23h un jeudi. C'est alors que la clarté m'a frappé. Pas la rage, ni même la blessure, juste une froide certitude mathématique. Sophie m'avait humilié devant 200 personnes pour le divertissement.
Pourquoi? Des rires. De l'avancement de carrière, pour prouver qu'elle était l'alpha dans notre mariage alors que je restais assis à la maison sans emploi. J'ai sorti mon portefeuille. À l'intérieur se trouvait une carte de visite que je gardais depuis 3 mois. Depuis que mon ancien copilote, Jérôme, me l'avait glissé lors d'un café. Jérôme avait quitté l'aviation commerciale il y a 2 ans. Il avait déménagé à Singapour, commencé à faire du consulting pour des firmes d'aviation privée. La carte était blanche, simple, avec juste un numéro de téléphone et une adresse email. Si jamais tu veux sortir de tout ça, avait dit Jérôme. Et je veux dire vraiment sortir. Appelle ce numéro. Le type me doit une faveur. Il aide les gens à recommencer à zéro. Ardoise effacée. Je pensais qu'il dramatisait. Maintenant, je comprenais. De retour à notre maison à Neuilly, j'ai agi rapidement. Sophie ne rentrerait pas avant des heures. Elle ferait la fête. Probablement en train d'enchaîner les shots avec Thierry et l'équipe de relations publiques, surfant sur l'euphorie de sa performance. J'ai préparé un sac à dos, passeport, relevé bancaire, le disque dur externe avec tous mes carnets de vol et certifications. 3 changes de vêtements, la montre de mon grand-père, et une photo. La seule qui comptait. Moi et mon fils Lucas lors de son championnat de tennis il y a 2 ans. Tous les deux souriants, son bras autour de mes épaules. Lucas, 13 ans, un gamin intelligent, adorait le tennis, détestait les maths, voulait devenir ingénieur aérospatial. Il était chez mon frère à Orléans pour le week-end. Un voyage entre cousins que Sophie avait organisé. Je me suis assis sur le bord de notre lit en tenant cette photo. C'était la partie la plus difficile, le laisser. Mais je ne pouvais pas l'emmener. Pas encore. Pas sans preuve de ce que je commençais à soupçonner. Parce que voilà le truc. Personne ne parle du moment où votre mariage implose. Vous commencez à vous souvenir des détails. De petites incohérences, comme le fait que Lucas avait les yeux de ma mère, mais ni ma mâchoire ni celle de Sophie. Comment il a eu besoin de lunettes à 7 ans alors que personne dans ma famille n'en portait, mais Thierry Lemaire, si. Comment Sophie avait travaillé tard avec Thierry pendant des mois avant la naissance de Lucas. À l'époque où je volais sur des lignes internationales et que j'étais absent pendant des jours, je repoussais ces pensées depuis des années. Je me disais que j'étais paranoïaque. Mais ce soir, en la regardant jouer la comédie, en regardant Thierry rire plus fort que quiconque, j'ai su. J'ai ouvert mon ordinateur portable et trouvé l'email que j'avais rédigé il y a 3 mois, mais jamais envoyé. Il était adressé à un service privé de test ADN. J'avais même commandé le kit, caché dans la boîte à gants de ma voiture, attendant le bon moment. Maintenant, je n'avais que du temps. J'ai joint une photo de Lucas prise lors de la photo de classe du mois dernier, ajouté mes informations de carte bancaire et cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai formaté mon ordinateur portable, réinitialisé mon téléphone aux paramètres d'usine et retiré la carte SIM. À 2 heures du matin, j'étais dans un train de nuit en direction du sud-est. Pas de destination précise, pas de plan au-delà de disparaître. Sophie pouvait garder la maison, la voiture, la vie que nous avions construite. Je prenais le silence et quelle que soit la vérité qui m'attendait au bout de cette route. Ma dernière pensée avant de fermer les yeux fut simple. Certains hommes ripostent avec les poings, d'autres avec des avocats. Je riposterais en devenant quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais trouver, jamais contrôler, jamais humilier à nouveau. Le silence serait mon arme. 3 semaines après ma disparition, je vivais dans un petit gîte rural à l'extérieur de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Le genre d'endroit qui loue à la semaine, sans poser de questions, où le vent siffle à travers les volets et où l'odeur du feu de bois des locataires précédents s'accroche encore au rideau. Je travaillais au noir dans un petit aérodrome régional, faisant le plein des avions privés et effectuant des contrôles de maintenance. Le propriétaire, un ancien mécanicien de l'armée de l'air nommé Marcel, se fichait de mon passé. Il payait en liquide, ne posait aucune question et me laissait tranquille. L'enveloppe est arrivée un mardi. Craft simple. Pas d'adresse de retour. Transféré par le contact de Jérôme à Singapour. Mes mains étaient stables quand je l'ai ouverte. J'avais passé 3 semaines à me préparer à ce moment. À envisager toutes les issues possibles. Résultat du test de paternité ADN. Probabilité de paternité, 0%. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois.
Les chiffres ne changeaient pas. Lucas n'était pas de moi. 13 ans de match de tennis. D'aide aux devoirs. Lui apprendre à faire du vélo. Lui lire des histoires le soir jusqu'à ce qu'il dise qu'il était trop vieux. Rien de tout cela ne faisait de lui mon fils biologique. Mais voilà le truc quand on est père. La biologie, c'est juste de la science. L'amour est un choix. Et j'avais choisi Lucas chaque jour de sa vie. Je me suis assis sur le bord de ce lit grinçant, fixant le rapport, et quelque chose s'est durci en moi. Pas de colère contre Lucas, jamais contre lui, mais contre Sophie et celui qui l'avait engendré pendant que je volais de nuit au-dessus du Pacifique, faisant confiance à ma femme, croyant en la famille que nous avions construite. Thierry Lemaire. Ça devait être lui. La chronologie correspondait. La ressemblance physique que j'ignorais depuis des années. La façon dont il avait ri le plus fort au gala quand Sophie m'avait humilié. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert un compte email crypté que le contact de Jérôme avait créé pour moi. J'ai joint les résultats ADN. J'ai écrit une seule phrase, j'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Thierry Lemaire. Dossier financier, journaux d'appel, historique de voyage d'il y a 13 à 14 ans. Peu importe ce qu'il faut. La réponse est arrivée en 6 heures. Considérez que c'est fait. Ce genre de travail n'est pas bon marché. J'ai vérifié mon solde bancaire. J'avais liquidé mon compte épargne retraite avant de disparaître, acceptant les pénalités fiscales. 47 000 €. C'était censé être mon filet de sécurité. Maintenant, c'était des munitions. Facturez-moi, ai-je tapé en réponse. Je paierai ce qu'il faut. 2 jours plus tard, un deuxième paquet est arrivé. Celui-ci était épais. Des relevés bancaires montrant des paiements réguliers de Thierry vers le compte personnel de Sophie. Commençant 9 mois avant la naissance de Lucas et continuant pendant 3 ans. Des factures d'hôtel d'une conférence à Nice. Tous deux enregistrés dans le même complexe, le même week-end, il y a 14 ans. Des SMS récupérés d'une vieille sauvegarde de téléphone. Thierry à Sophie, il ne saura jamais. Tu es trop intelligente pour ça. J'ai étalé les documents sur le lit comme des preuves sur une scène de crime. Ce n'était pas juste de l'infidélité. C'était une conspiration, une fraude, 13 ans de mensonges. Et je l'avais financé avec chaque chèque de paie pendant que Thierry jouait au papa en secret et que Sophie jouait à l'épouse dévouée. L'ancien Marc aurait appelé un avocat, demandé le divorce, lutté pour la garde au tribunal où les compétences en relations publiques de Sophie et l'argent de sa famille m'auraient enterré. Mais je n'étais plus cet homme. J'ai pris le téléphone prépayé et appelé le contact de Jérôme, un homme que je connaissais seulement sous le nom de Monsieur Rousseau. J'ai besoin de disparaître complètement, ai-je dit. Nouvelle identité, nouvelle ville, quelque chose que personne ne peut remonter jusqu'à Marc Delorme. C'est cher. Sa voix était plate, professionnelle. J'ai l'argent et je suis déjà parti. Je dois juste m'assurer de le rester jusqu'à ce que je sois prêt à revenir selon mes conditions. Quelles sont vos conditions, a-t-il demandé. J'ai regardé le rapport ADN, les relevés bancaires, les SMS. Reconstruire tout ce qu'ils m'ont pris, mais en plus grand, intouchable. Pour que, quand je serai prêt à leur rappeler mon existence, il n'ait pas d'autre choix que d'écouter. Il y a eu une pause. Puis, je connais quelqu'un qui peut t'aider avec ça. Il se spécialise dans les secondes chances pour les gens qui les méritent. Il s'appelle Richard Mercier. Mon sang s'est glacé. Le père de Sophie. Ancien capital risqueur, à la retraite depuis 2 ans. La rumeur disait qu'il finançait discrètement des projets à l'insu de sa fille. Il pourrait être intéressé par votre histoire. Pourquoi m'aiderait-il, ai-je demandé. Parce que d'après ce que j'entends, Richard Mercier valorise l'intégrité plus que le sang. Et sa fille vient de faire un spectacle très public en détruisant la réputation d'un homme bon. Ce genre de choses le dérange. J'ai fermé les yeux. C'était un pari, mais j'avais déjà perdu tout ce qui comptait. Qu'est-ce qu'il me restait à risquer à part ma fierté? Organiser une réunion, ai-je dit. Quelque part de neutre. Je vais l'écouter. Encore une chose, a ajouté Monsieur Rousseau. Si vous allez reconstruire, vous aurez besoin d'un nom pour ça. Quelque chose qui signifie quelque chose pour vous. J'ai regardé à nouveau le rapport ADN, la conclusion en 2 mots qui avait brisé mon monde.
Paternité exclue. 2 mots, ai-je dit doucement. C'est comme ça que je l'appellerai. Quoi que je construise, 2 mots. La réunion a été fixée dans un café à Lyon. Territoire neutre, assez public pour se sentir en sécurité, assez calme pour une conversation honnête. Richard Mercier a choisi l'endroit. J'ai choisi d'arriver 1 heure plus tôt et de surveiller l'entrée. Il est entré à 15 heures pile. 67 ans, cheveux gris peignés en arrière, portant un manteau en laine et tenant une mallette en cuir qui avait connu des jours meilleurs. Il a commandé un café noir et s'est assis à une table d'angle face à la porte. Professionnel, prudent. J'ai reconnu la posture. C'était la même façon dont je scannais les terminaux d'aéroport pour les problèmes potentiels. Je lui ai laissé 5 minutes puis je me suis approché. Monsieur Mercier, ai-je dit en tendant la main. Marc Delorme. Il s'est levé, m'a serré la main fermement. Sa poigne était forte. Ses yeux étaient fatigués mais vifs. Asseyez-vous, Marc. Nous avons beaucoup à discuter. Pendant les 10 premières minutes, aucun de nous n'a parlé de Sophie ou du gala. Il m'a posé des questions sur mon parcours, ma carrière de pilote, ce que je faisais depuis que ma licence médicale avait été retirée. J'ai répondu honnêtement. Pas la peine de mentir à un homme qui avait probablement déjà fait une enquête sur moi. Puis il a glissé un dossier sur la table. J'ai vu la vidéo, a dit Richard doucement. Quelqu'un de chez Horizon l'a posté sur le réseau interne de l'entreprise. Ma fille vous humiliant pour le divertissement. Devant 200 personnes. Je n'ai pas touché le dossier. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que je l'ai mieux élevé que ça, a-t-il dit, la voix dure. Et parce que j'ai passé les 3 dernières semaines à enquêter sur ce qui s'est vraiment passé. Je sais pour Thierry Lemaire. Je sais pour Lucas. Ma mâchoire s'est crispée. Comment? Je suis un investisseur, Marc. La diligence raisonnable, c'est mon métier. Quand ma fille fait quelque chose qui ne lui ressemble pas, je creuse. Il a ouvert le dossier lui-même. À l'intérieur se trouvaient des copies des mêmes documents que j'avais reçus, plus des dossiers médicaux de l'obstétricien de Sophie montrant que Lucas était né 2 semaines prématurées, ce qui signifiait que la conception avait eu lieu pendant cette conférence à Nice. Des transferts financiers que je n'avais pas vus. Le rapport d'un détective privé confirmant que Thierry et Sophie entretenaient une liaison depuis des années. Elle vous ment depuis avant la naissance de Lucas, a dit Richard. Et à moi aussi, en utilisant l'argent de la famille. Je lui ai donné 4 investissements commerciaux pour payer les dettes de jeu de Thierry. Je ne finance pas les menteurs, Marc. Même quand ils sont de mon sang. Je me suis reculé, assimilant l'information. Que attendez-vous de moi? Rien, a-t-il dit. Je veux vous donner quelque chose. Une chance de reconstruire. J'ai 77 ans. J'ai plus d'argent que je ne pourrai jamais en dépenser et une fille qui valorise les abonnés sur les réseaux sociaux plus que l'intégrité. Je préfère investir dans quelqu'un qui sait à quoi ressemble le vrai caractère. Je ne suis pas un cas social, ai-je dit. Je n'offre pas la charité. J'offre un partenariat. Richard a sorti un 2e dossier. J'observe le marché du conseil en aviation privée depuis 2 ans. Petite firme, client haut de gamme, discrétion garantie. C'est un secteur en croissance. Vous avez 20 ans d'expérience en vol commercial et des contacts dans toute l'industrie. J'ai le capital et les relations d'affaires. Nous construisons quelque chose ensemble, quelque chose de propre, quelque chose qu'elle ne peut pas toucher. J'ai regardé le business plan qu'il avait déjà rédigé. Prévision de revenus, analyse de marché, coût de démarrage. Il avait fait ses devoirs. Pourquoi, ai-je demandé. Pourquoi trahir votre propre fille pour un étranger? L'expression de Richard s'est durcie. Parce qu'elle a cessé d'être ma fille au moment où elle a choisi la cruauté plutôt que le caractère. Et vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes l'homme qui a élevé mon petit-fils avec plus d'intégrité que son père biologique n'en a jamais montré. Cela signifie quelque chose pour moi. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de l'espoir exactement, mais une possibilité. Comment voulez-vous l'appeler, a demandé Richard. J'ai pensé au rapport ADN. Les 2 mots qui avaient détruit mon ancienne vie et construiraient ma nouvelle. 2 mots, ai-je dit. 2 mots aviation. Richard a souri.
C'était le premier sourire sincère que je voyais chez quelqu'un depuis un mois. Simple, direct. J'aime ça. Il a tendu la main à nouveau. Cette fois, quand je l'ai serré, je n'étais pas Marc Delorme le mari humilié. J'étais Marc Delorme, le fondateur, le bâtisseur, l'homme qui transformerait le silence en pouvoir. Une condition, ai-je dit. Sophie ne doit pas être au courant. Pas encore. Pas avant que nous soyons si gros qu'elle ne puisse plus nous ignorer. Le sourire de Richard s'est élargi. Fils, je ne l'aurais pas voulu autrement. 18 mois après ma disparition, Demo Aviation était devenu un fantôme dans l'industrie. Nous n'étions pas sur LinkedIn, nous ne faisions pas de publicité, nous ne chassions pas les clients. Ils venaient à nous par des murmures et des recommandations. Des individus fortunés qui avaient besoin d'analyser des opérations de vol privé. Des cadres d'entreprise cherchant des conseils discrets en aviation. Des célébrités voulant gérer des acquisitions d'avions sans bruit. Richard et moi avions construit quelque chose de remarquable. Le chiffre d'affaires approchait les 8 millions d'euros par an. Nous employions 12 personnes, toutes en télétravail, toutes liées par des accords de non-divulgation en béton. Personne ne savait qui possédait l'entreprise. C'était voulu. Je vivais à Annecy maintenant, sous mon vrai nom, mais avec une histoire soigneusement construite. Ancien pilote commercial devenu consultant. Aucune mention de Paris. Aucune mention de Sophie. Mon passé était une ardoise vierge que j'avais écrite moi-même. Puis l'email est arrivé. L'objet a arrêté mon cœur. Papa, s'il te plaît, lis ça. C'est Lucas. Ma main tremblait en l'ouvrant. Le compte était nouveau. Créé ce jour-là. Gamin intelligent. Il savait que j'aurais des alertes configurées pour nos anciennes adresses e-mail familiales. Papa, je ne sais pas si tu recevras ça. Je ne sais même pas si tu es vivant. Maman dit que tu nous as abandonnés. Que tu as fait une dépression et que tu es juste parti. Mais je ne la crois plus. J'ai 14 ans maintenant. En 3e. J'ai été sélectionné pour l'équipe régionale de tennis même si je suis jeune pour ma catégorie. Tu aurais été fier. L'entraîneur dit que j'ai ta discipline, mais ce n'est pas pour ça que j'écris. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de maman le mois dernier. Des relevés bancaires. Des paiements de quelqu'un nommé Thierry Lemaire remontant à avant ma naissance. Et j'ai trouvé des emails. Tout ce qu'elle pensait avoir supprimé. Sur moi, sur toi, sur les mensonges. J'ai fait un test ADN, un de ces kits par correspondance. J'ai utilisé mon argent de poche. Je l'ai comparé à un échantillon de ta vieille brosse à cheveux que j'ai gardé dans ma chambre. Je sais que tu n'es pas mon père biologique, mais tu es toujours mon papa. C'est toi qui m'as appris à servir. Qui est resté assis à chaque match, même quand je perdais lamentablement. Qui m'a lu Le Seigneur des Anneaux 2 fois parce que j'aimais tellement ça. J'ai besoin de te trouver. Pas à cause de maman ou Thierry ou de tout ce gâchis. Parce que j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Et parce que j'ai besoin que tu saches que peu importe ce que dit l'ADN, tu es mon père, le seul qui compte. S'il te plaît, réponds. Même si tu es en colère, même si tu me détestes parce que je fais partie de ce mensonge, fais-moi juste savoir que tu es vivant. Lucas. Je l'ai lu 5 fois. Chaque fois, les mots frappaient plus fort. Il savait. Ce gamin de 14 ans avait fait sa propre enquête et était arrivé à la même conclusion que moi. Mais au lieu d'être en colère, il tendait la main, me choisissant malgré la biologie. Je voulais répondre immédiatement, tout à paix, lui dire que je n'avais jamais cessé de penser à lui, que j'étais parti pour le protéger du divorce hideux qui l'aurait détruit, que je construisais quelque chose pour pouvoir lui offrir un avenir que Sophie ne pourrait pas toucher. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Parce que répondre signifiait exposer ma localisation, et Sophie le découvrirait. Elle utiliserait Lucas pour me traquer, me traîner à nouveau devant les tribunaux, l'utiliser comme arme contre moi. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de plus difficile. J'ai attendu. J'ai transféré l'email à Richard. Il m'a appelé 10 minutes plus tard. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Richard, sa voix douce. Il savait ce que Lucas représentait pour moi. « Je veux l'amener dans tout ça, ai-je dit. Mais prudemment. Légalement. Pour que Sophie ne puisse pas l'arrêter. Il a 14 ans. En France,
à partir de 13 à 14 ans, le juge peut entendre l'enfant pour la garde. Et avec les preuves que nous avons contre Sophie of fraude, adultère, manipulation financière, nous pourrions monter un dossier. Elle se battra, a dit Richard. Avec quoi? Nous avons 2 ans de succès documentés. Tu es stable, employé. Tu as versé une pension alimentaire sur un compte séquestre, même si elle ne le sait pas. Nous pouvons prouver que tu ne l'as pas abandonné. Tu le protégeais. J'ai pensé à Lucas assis devant son ordinateur, attendant une réponse qui pourrait ne jamais venir. Se demandant si son père était mort ou juste parti. Configure un compte email sécurisé, ai-je dit. Crypté, intraçable. Je vais répondre, mais je dois bien le faire. Pas d'erreur. 3 heures plus tard, j'ai envoyé ma réponse depuis un service crypté anonyme. Lucas, je suis vivant. Je suis en sécurité. Et je n'ai jamais cessé d'être ton père. Ce que tu as trouvé. Le test ADN, les emails. Ça a demandé du courage. Du vrai courage. Le genre que la plupart des adultes n'ont pas. Je suis fier de toi. Pas pour le tennis, bien que ce soit incroyable. Pour avoir eu la force de chercher la vérité, même quand c'est dur. Je suis parti parce que rester t'aurait détruit. Ta mère a fait des choix avec lesquels je ne pouvais pas vivre. Et si j'étais resté, la bataille juridique t'aurait déchiré. Alors, je suis parti pour construire quelque chose de mieux, quelque chose de propre, un endroit où tu pourrais venir quand tu serais prêt. Je ne peux pas encore te dire où je suis. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce que ta mère demandera et tu es une trop bonne personne pour lui mentir en face. Mais bientôt, quand tu auras 15 ans, nous pourrons déposer une demande de changement de garde. Tu pourras dire au juge où tu veux vivre, et je t'attendrai. D'ici là, continue le tennis. Continue d'être le jeune homme incroyable que tu deviens. Et sache que chaque jour, je travaille pour construire un avenir où nous pourrons être une famille à nouveau. Je t'aime, fils. La biologie ne change rien à ça. Rien ne le changera jamais. Papa. J'ai appuyé sur envoyer et je me suis reculé. Le premier mouvement était fait. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre que Lucas soit assez âgé pour choisir par lui-même. Et quand ce jour viendrait, Sophie apprendrait ce que cela signifie de perdre quelque chose d'irremplaçable. Le monde de Sophie a commencé à s'effondrer 6 mois après l'email de Lucas. Je n'en étais pas la cause. J'ai juste arrêté de l'empêcher. Richard avait des connexions chez Horizon Voyage. Un appel à un ancien membre du conseil d'administration et soudain, les notes de frais de Sophie étaient auditées de près. Le genre d'audit qui trouve 3 ans de demandes de remboursement gonflées, d'achats personnels facturés sur les cartes de l'entreprise, et des paiements inexpliqués à un certain Thierry Lemaire listé comme consultant. L'appel est arrivé un mercredi. Sophie au RH, merci d'apporter les justificatifs. J'en ai entendu parler par les sources de Richard. Elle a essayé d'expliquer, a dit que Thierry était un consultant commercial légitime, que les charges étaient approuvées. Mais quand les RH ont sorti les supposés contrats de consultant de Thierry, ils n'ont rien trouvé. Aucun livrable, aucun rapport, juste des paiements totalisant 87 000 € sur 3 ans. Horizon l'a licencié le jeudi. Avec effet immédiat, escorté par la sécurité. Son email professionnel coupé avant qu'elle n'atteigne le parking. Je n'ai pas célébré. Ce n'était pas une victoire. C'était juste la gravité qui reprenait enfin ses droits. Mais Thierry n'avait pas fini. 2 semaines après le licenciement de Sophie, il a fait son mouvement. Il a porté plainte contre elle pour diffamation, prétendant qu'elle avait parlé à sa femme de leur liaison et ruiné son mariage. Ce qui était intéressant, car je savais pertinemment que la femme de Thierry avait engagé son propre détective 6 mois auparavant et savait déjà tout. Thierry coupait juste les ponts, se protégeait, jetant Sophie sous le bus avant qu'elle ne puisse l'entraîner dans sa chute. Sophie a essayé de riposter, a posté sur les réseaux sociaux à propos de la trahison de l'entreprise et d'être ciblée pour avoir dit la vérité, mais les commentaires n'étaient pas sympathiques. Les gens se souvenaient de la vidéo du gala. Quelqu'un l'a repostée avec une légende, elle a humilié son mari pour des rires. Maintenant, elle pleure pour les quitter. Le tribunal de l'opinion publique est dur, surtout quand vous avez brûlé votre crédibilité pour des moments viraux. Puis est venu l'email que j'attendais du nouveau compte crypté de Lucas. Papa. Maman a perdu son boulot. Elle pleure beaucoup.
Elle ne veut pas me dire pourquoi, mais je l'ai entendu au téléphone avec Thierry. Il est poursuivi par sa femme pour la liaison. Pour la pension alimentaire de moi. L'avocat de sa femme a envoyé une lettre à maman. Ça dit que Thierry doit payer une pension alimentaire rétroactive parce que l'ADN prouve qu'il est mon père biologique. 14 ans de paiement plus le soutien futur jusqu'à mes 18 ans. Maman est fauchée. Papa, la maison va être saisie. Elle parle d'aller vivre chez grand-mère, mais papy Richard ne répond pas à ses appels. Je sais que tu penses probablement qu'elle mérite ça. Peut-être que oui, mais je suis coincé au milieu et je ne veux plus vivre avec elle. Je ne peux pas la regarder s'effondrer et blâmer tout le monde sauf elle-même. J'aurai 15 ans dans 2 mois. Peut-on déposer la demande de garde alors? Je veux venir vivre avec toi où que tu sois, quoi que tu fasses. Je veux juste être avec mon vrai papa, s'il te plaît. J'ai montré l'email à Richard. Il a hoché la tête lentement. C'est l'heure, a-t-il dit. Nous déposons le dossier le jour de ses 15 ans. On cite la fraude de Sophie, son licenciement, son instabilité financière. Lucas est assez grand pour témoigner de son désir de vivre avec toi. Les tribunaux français écoutent les enfants de cet âge. Elle se battra, ai-je dit. Avec quoi? Elle est au chômage, vit à crédit. La femme de Thierry la poursuit. Sophie n'a plus aucun levier. J'ai pensé à la femme qui s'était tenue à ce micro il y a 18 mois, riant pendant que 200 personnes se moquaient de moi. J'ai pensé aux années de mensonges, à la trahison, à la cruauté calculée. Et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste la certitude tranquille que la justice n'a parfois pas besoin de votre aide. Elle a juste besoin de temps. Rédige la requête, ai-je dit. On dépose le jour où il a 15 ans et ensuite on le ramène à la maison. Richard a souri. 2 mots, Marc. C'est tout ce qu'il a fallu. 2 mots pour tout changer. Je l'ai regardé. Quoi? 2 mots. Ton père, a-t-il dit doucement. Quand elle demandera comment tu as réussi. C'est ce que tu lui diras un jour. Ton père m'a choisi, moi, plutôt que toi. Et c'est là que son monde s'est arrêté. Lucas a emménagé avec moi 3 semaines après le jugement de garde. Nous avons trouvé une maison à Annecy avec vue sur les montagnes et assez d'espace pour qu'il puisse s'entraîner au tennis dans le jardin. Il s'est adapté plus vite que je ne l'espérais. Bonne note. Il a intégré l'équipe du lycée. Il a commencé à appeler Richard, papy, sans que personne ne le lui demande. La vie se reconstruisait, propre, honnête, tout ce pourquoi je m'étais battu. Puis j'ai découvert ce que Sophie avait fait de la montre de mon grand-père. Je l'ai découvert via un site de vente aux enchères. L'assistant de Richard surveillait les ventes en ligne, traquant les liquidations d'actifs de Sophie. Elle vendait tout, meubles, bijoux, tout ce qui avait de la valeur. L'annonce m'a glacé. Omega Seamaster Vintage 1952. Héritage familial. Excellent état. Mise à prix 200 €. La montre de mon grand-père. Celle qu'il portait en pilotant des bombardiers. Celle qu'il m'avait donnée le jour où j'ai obtenu ma licence de pilote professionnel. Celle que j'avais laissée dans le coffre-fort de notre chambre quand j'avais disparu avec notre certificat de mariage et d'autres documents que je ne pouvais pas emporter. Sophie l'avait vendue pour 200 €. L'enchère s'était terminée il y a 2 ans. L'acheteur était listé comme un collectionneur privé en Californie. Je suis resté assis à mon bureau, fixant l'écran. Cette montre valait 45 000 € pour le bon collectionneur. Mais sa valeur pour moi était incalculable. C'était le dernier lien physique avec mon grand-père, l'homme qui m'avait appris que l'intégrité compte plus que l'altitude. On peut la retrouver, a dit Richard quand je lui ai montré. J'ai des gens qui traquent ces choses. Si elle est encore en circulation, nous la localiserons. Ça a pris 3 semaines. Le collectionneur était mort. Sa succession était en cours de liquidation. La montre était dans une maison de vente aux enchères à San Francisco, prévue pour la vente dans 2 jours. J'ai pris l'avion personnellement, je suis entré dans la salle des ventes portant un costume que Richard avait insisté pour que j'achète. Assis au dernier rang pendant qu'il vendait des souvenirs de la guerre de sécession et des meubles vintage. Puis le lot 247. Omega Seamaster 1952, provenance militaire, restauration professionnelle. Les enchères ont ouvert à 5 000 €.
J'ai levé ma palette. Quelqu'un a contré. 7500. Je suis monté à 10 000. La salle a remarqué. Ce n'était plus une enchère décontractée. 15 000 d'un enchérisseur au téléphone. 20 000 pour moi. La voix du commissaire-priseur montait. 25 000. 30 000. 35 000. À 40 000, la salle est devenue silencieuse. L'enchérisseur au téléphone a abandonné. Adjugé, a déclaré le commissaire-priseur à la palette 67 pour 40 000 $. J'ai payé comptant, pris la montre des mains du clerc avec des mains qui ne tremblaient pas, et je l'ai attachée à mon poignet, là où elle devait être. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à Sophie depuis un compte anonyme. Pas de mots, juste une photo. Mon poignet, la montre de mon grand-père de retour à sa place. Elle n'a jamais répondu, mais je savais qu'elle l'avait vu. Je savais qu'elle comprenait ce que cela signifiait. J'avais récupéré ce qu'elle avait volé, et je ne faisais que commencer. 3 mois plus tard, 2 mots aviation est sorti de l'ombre. Pas l'entreprise elle-même, mais notre succès. Richard a donné une interview à Aviation Weekly. Il n'a pas mentionné mon nom, mais a détaillé notre liste de clients. Des entreprises du Fortune 500, des célébrités de premier plan, des membres de la royauté du Moyen-Orient. L'article mentionnait que notre fondateur était un ancien pilote commercial qui avait reconstruit sa carrière après une disqualification médicale, prouvant que les revers ne sont que des tremplins pour les retours en force. Sophie le lirait. Elle se poserait des questions, et quelque part dans son esprit, elle commencerait à relier des points qu'elle ne voulait pas croire. Mais je n'étais pas encore prêt pour la confrontation. Cela viendrait quand Lucas serait plus âgé. Quand 2 mots seraient trop grands pour être ignorés, quand je pourrais la regarder dans les yeux et lui montrer exactement ce que sa cruauté avait construit. Pour l'instant, j'avais mon fils, mon entreprise, la montre de mon grand-père, et de la patience. Le sommet des dirigeants de l'aviation à Paris était sur invitation seulement. 200 cadres de l'industrie, fabricants et consultants. Richard nous avait obtenu un créneau de parole. J'avais résisté au début, mais il avait été insistant. Tu as été invisible assez longtemps, avait dit Richard. Il est temps que les gens voient ce que tu as construit et qui l'a construit. J'ai accepté. Pas pour la validation, mais parce que Lucas méritait de voir son père se tenir devant une industrie et être respecté pour quelque chose de réel. Lucas est venu avec moi, 16 ans maintenant, plus grand que moi, avec les cheveux noirs de Sophie mais le regard calme de mon grand-père. Il s'est assis au premier rang pendant que je parlais de gestion de crise et d'aviation privée. Les applaudissements étaient sincères. 3 personnes ont demandé des cartes de visite après. L'un a proposé un contrat de consulting sur le champ. C'est alors que je l'ai vu. Sophie se tenait près de la sortie de la salle de conférence, portant un blazer qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient différents, plus courts, moins soignés. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée. Nos yeux se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance, puis le choc, puis quelque chose qui aurait pu être de la peur. Je me suis excusé auprès de mes interlocuteurs et j'ai marché vers elle lentement. Laissant le temps de me voir venir. Elle n'a pas fui, et juste resté là, figée. Marc, a-t-elle dit quand je l'ai atteinte, sa voix plus basse que dans mes souvenirs. Je ne savais pas que tu serais là. Pourquoi es-tu ici, ai-je demandé, mon ton égal. Je travaille à l'accueil, personnel vacataire. J'avais besoin de travail. Elle a détourné le regard. J'ai entendu parler de 2 mots. Je n'avais pas réalisé que c'était toi jusqu'à ce que je te vois parler. Maintenant tu sais, ai-je dit. Elle a regardé Lucas assis au premier rang sur son téléphone. Il a l'air bien. Il est heureux. Je voulais te contacter, a dit Sophie, après l'audience de garde, pour m'excuser. Mais mon avocat a dit de ne pas te contacter. Ton avocat était intelligent. Elle a tressailli. Je mérite ça. Je mérite tout ça. Ce que j'ai fait au gala, c'était cruel. J'essayais d'impressionner Thierry, d'essayer de prouver que j'étais assez audacieuse pour la promotion. Je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait. Tu n'as pas pensé à beaucoup de choses, ai-je dit. Comment as-tu fait, a-t-elle demandé, sa voix se brisant légèrement. Tout perdre et construire ça. Comment as-tu fait pour réussir? Je l'ai regardé, vraiment regardé,
j'ai vu la femme qui avait détruit ma réputation pour des applaudissements, qui avait menti sur le père de Lucas pendant 13 ans, qui avait vendu la montre de mon grand-père pour 200 €. Et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, juste une certitude froide. Je me suis penché légèrement, gardant ma voix assez basse pour que seule elle puisse entendre. Ton père, ai-je dit. 2 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Son visage est devenu blanc. Quoi? Ton père? Je répète. Richard Mercier. C'est mon partenaire. Il a financé 2 mots. Il m'a choisi, moi, plutôt que toi. C'est comme ça que j'ai réussi. Les genoux de Sophie ont fléchi. Littéralement fléchi. Elle a attrapé le mur pour se soutenir, sa respiration courte. Non, a-t-elle chuchoté. C'est impossible. Il ne ferait pas, il l'a fait il y a 2 ans. Il m'a donné le capital, les connexions, tout ce dont j'avais besoin parce qu'il valorise l'intégrité plus que le sang. Et tu as prouvé que tu n'avais ni l'un ni l'autre. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu mens. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré les documents d'enregistrement de l'entreprise. 2 mots Aviation Consulting SAS. Fondateur, Marc Delorme et Richard Mercier. Il investit en moi pendant que tu coules, ai-je dit doucement. Chaque affaire que tu as perdue, chaque emploi que tu n'as pas pu obtenir, il s'en est assuré. Pas pour te détruire, juste pour s'assurer que je pourrais reconstruire sans interférence. Sophie a glissé le long du mur, atterrissant sur la moquette, ses mains couvrant son visage. Les gens commençaient à remarquer. Un membre du staff s'est approché, inquiet. Elle va bien, ai-je dit au membre du staff. Juste un peu dépassé. J'ai regardé Sophie une dernière fois. Tu m'as humilié pour une promotion que tu n'as jamais eue. Tu as menti sur mon fils pendant 13 ans. Tu as vendu l'héritage de ma famille pour de la petite monnaie. Et maintenant tu travailles à l'accueil pendant que je fais le discours d'ouverture. Ce n'est pas de la vengeance, Sophie. C'est juste la gravité. Je suis retourné vers Lucas. Il a levé les yeux de son téléphone. C'était maman, a-t-il demandé. Ouais, ai-je dit. Tu vas bien? J'ai mis ma main sur son épaule, senti le poids de la montre de mon grand-père sur mon poignet, pensé à Richard attendant à l'hôtel. Je suis parfait, ai-je dit, et je le pensais vraiment. 6 mois après la conférence de Paris, Sophie a fait une dernière tentative pour tendre la main. Pas à moi, à Lucas. Il m'a montré la lettre. Elle est arrivée à notre maison d'Annecy, écrite à la main sur du papier bon marché. Lucas, je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais tu es mon fils, et j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'ai fait des choix terribles. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de comprendre que je me noyais. Ton père est parti et j'ai paniqué. J'ai fait des erreurs. J'ai blessé des gens. Je t'ai blessé toi surtout. Si jamais tu veux parler, je suis là. Je serai toujours là. Maman. Lucas l'a lu 2 fois, puis l'a posé sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Il est resté silencieux un long moment. 17 ans maintenant. Plus grand que moi. Capitaine de l'équipe de tennis. Offre de bourse de 3 écoles. Je pense qu'elle essaie de réécrire l'histoire, a dit Lucas finalement. Tu n'es pas parti parce que tu le voulais. Tu es parti parce qu'elle t'a détruit et maintenant elle veut de la sympathie parce qu'elle fait face aux conséquences. C'est quand même ta mère, ai-je dit prudemment. Biologiquement, au moins. Grâce à elle, tu existes. Non, a dit Lucas fermement. C'est la femme qui nous a menti à tous les deux pendant toute mon enfance. Qui t'a humilié publiquement? Qui a vendu la montre de papy pour de l'argent de poche? Il m'a regardé. Tu es mon père, celui qui est revenu pour moi, qui a construit quelque chose de vrai, qui m'a appris que le caractère compte plus que l'ADN. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Fierté, chagrin, soulagement. Qu'est-ce que tu veux faire, ai-je demandé. Rien, a dit Lucas. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas m'engager. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec. J'ai hoché la tête. C'est juste.
Mais je veux savoir une chose, a continué Lucas. Thierry. Est-ce qu'il sait pour moi qu'il est mon père biologique? Je redoutais cette question depuis des mois. Oui, ai-je dit. L'avocat de son ex-femme l'a contacté pendant le divorce. Les preuves ADN faisaient partie du dossier de garde pour ses autres enfants. Il sait. A-t-il essayé de me contacter? Non. Lucas a absorbé ça. Bien. Je ne veux jamais le rencontrer. C'est juste un type qui a couché avec maman et l'a payé. C'est toi qui t'es présenté. C'est la seule chose qui compte. 2 semaines plus tard, Richard a appelé avec des nouvelles de Thierry Lemaire. Il a déposé le bilan, a dit Richard. Personnel et professionnel. Sa femme l'a lessivé lors du divorce. La pension alimentaire pour 3 enfants plus Lucas l'a presque mis en faillite. Puis son entreprise de conseil s'est effondrée quand la nouvelle de la liaison et des détournements de fonds qu'il cachait s'est répandue. Où est-il maintenant, ai-je demandé. Il travaille chez un concessionnaire automobile à Cergy, vend des voitures d'occasion. Gagne environ le SMIC plus commission. Vit dans un studio, divorcé, seul, exactement ce qu'il mérite. J'ai pensé à l'homme qui avait ri le plus fort quand Sophie m'avait humilié, qui avait engendré Lucas puis disparu derrière des paiements mensuels. Qui avait trahi sa propre famille pour une liaison. Bien, ai-je dit. Qu'il y reste. Richard a marqué une pause. Il y a autre chose. Sophie essaie de me contacter. Email, appel téléphonique. Elle veut une rencontre. Dit qu'elle a besoin d'expliquer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. J'ai bloqué son numéro, changé mon email. Elle n'a pas le droit d'expliquer. Elle n'a pas droit à une conclusion. Elle a droit au silence. J'ai souri. Richard comprenait. Le silence n'était pas de la cruauté. C'était une conséquence. 2 mots s'agrandit, a continué Richard. Nous avons été approchés par un consortium européen. Ils veulent que nous consultions sur une opération de flotte privée à Dubaï. 12 avions, contrat de 3 ans, 20 millions d'euros. On le prend? Déjà signé. Nous devrons embaucher 5 consultants de plus. Je pensais que Lucas pourrait vouloir un stage d'été, avoir une expérience commerciale réelle avant l'université. J'ai regardé Lucas dans le salon en train d'étudier le calcul. Mon fils, pas par le sang, par choix. Je lui demanderai, ai-je dit. Mais je pense qu'il dira oui. Ce soir-là, j'ai ouvert le coffre-fort de mon bureau. À l'intérieur se trouvait le dossier que je gardais depuis le début. Résultat des tests ADN, relevés bancaires, SMS. Toute la fraude de Sophie documentée et préservée. Je l'avais gardé pendant des années, pensant que j'en aurais besoin un jour. Pour le tribunal, pour des preuves, pour la vengeance. Mais je n'en avais plus besoin. Lucas m'avait choisi. 2 mots prospéraient. Sophie et Thierry s'étaient détruits eux-mêmes sans mon aide. J'ai mis les documents dans la déchiqueteuse, les ai regardés se transformer en confetti. Certaines victoires ne nécessitent pas de preuves. Elles nécessitent juste de la patience. 3 ans après cette conférence à Paris, je me tenais dans le terminal principal de l'aéroport Charles de Gaulle, regardant Lucas embarquer sur un vol pour Toulouse. Bourse complète pour Supaéro, ingénierie aérospatiale, suivant les traces de son grand-père, mais avec des ailes différentes. Il m'a serré dans ses bras au contrôle de sécurité. Merci, papa, pour tout. Tu as mérité ça, ai-je dit. Tout ça. Non, a dit Lucas. Tu l'as mérité. Tu as tout reconstruit après qu'elle t'ait détruit. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Je l'ai regardé disparaître à travers la sécurité, puis je suis retourné au parking. Mon téléphone a vibré. SMS de Richard. Lucas est parti pour l'école? Je viens de le regarder passer la sécurité, ai-je répondu. Bon gamin. Tu l'as bien élevé. Nous l'avons bien élevé, ai-je corrigé. 2 mots aviation consulting avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Des bureaux à Paris, Dubaï et Londres, 47 employés. Chiffre d'affaires annuel approchant les 50 millions. Nous consultions pour des gouvernements, des entreprises et des clients privés qui valorisaient la discrétion par-dessus tout. Richard s'était retiré de la gestion active l'année dernière,
mais il assistait toujours aux réunions du conseil, offrait toujours des conseils, me rappelait toujours que le caractère bat les diplômes à chaque fois. J'ai conduit jusqu'au bureau. Notre siège parisien occupait le dernier étage d'un immeuble à la Défense avec vue sur la tour Eiffel au loin. Lignes épurées, professionnelles, rien de tape à accent grave-l'œil. Ce n'était pas notre style. Mon assistante m'a remis un paquet à mon arrivée. C'est arrivé par coursier ce matin, marqué personnel. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Sophie. Marc, je sais que tu ne répondras pas. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais j'ai besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai détruit. Je vois 2 mots partout maintenant. Magazine d'aviation, conférence de l'industrie. Lucas le mentionne quand nous avons nos appels mensuels. Oui, il m'appelle une fois par mois parce qu'il est une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. Je ne demande pas le pardon. Je te demande juste de savoir que je suis désolé pour le gala, pour les mensonges, pour avoir vendu la montre de ton grand-père, pour tout. Je travaille comme agent de voyage maintenant. Une petite agence en banlieue. C'est un travail honnête. Calme. Je n'essaie plus d'être impressionnante. J'essaie juste d'être décente. J'espère que tu es heureux. J'espère que Lucas est heureux. Vous le méritez tous les deux. Sophie. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classée sans répondre. Elle voulait une conclusion. Voulait que je dise que c'était bon, que j'étais passé à autre chose. Mais je n'étais pas passé à autre chose. J'avais traversé l'épreuve. Construit quelque chose de plus grand que la blessure, et c'était mieux que le pardon. La montre de mon grand-père tic-taquait régulièrement à mon poignet. Lucas était un super-héros. Richard était en bonne santé et fier. 2 mots prospéraient. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché la déclaration de mission de l'entreprise, celle que Richard et moi avions écrite il y a 3 ans. 2 mots aviation consulting, construire la confiance par le silence, livrer des résultats par l'intégrité. 2 mots avaient tout commencé. 2 mots avaient tout fini. 2 mots avaient tout reconstruit. Ton père. C'est ce que j'avais dit à Sophie à Paris. C'est ce qui l'avait brisé complètement. Pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était vrai. Richard m'avait choisi plutôt que sa propre fille. Avait investi des millions dans un pilote brisé qui n'avait plus rien à perdre. Avait cru au caractère quand tout le monde voyait l'échec. Et ensemble, nous avions construit quelque chose qu'aucune quantité de mensonges ne pouvait abattre. J'ai regardé par la fenêtre. Paris s'étendait en dessous. Le ciel clair et bleu. Mon téléphone a vibré. SMS de Lucas. Bien arrivé à Toulouse. Le campus est incroyable. Merci encore, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, fils, ai-je tapé en retour. Rends papy fier. C'est déjà fait, a-t-il répondu. 2 mots. On a survécu. J'ai souri. J'ai posé le téléphone. Regardez mon calendrier. 3 réunions aujourd'hui. Conférence téléphonique avec Dubaï. Dîner avec Richard. Belle vie. Travail honnête. Conscience tranquille. Sophie avait essayé de me détruire avec des rires et une humiliation publique. Elle avait parié que je briserais sous le poids de la honte et de la trahison. Elle a perdu ce pari parce que certains hommes ripostent avec les poings, certains avec des avocats, certains avec des campagnes sur les réseaux sociaux. J'ai riposté avec le silence, avec la patience, en construisant quelque chose de si solide que lorsque j'ai finalement parlé, les seuls mots dont j'ai eu besoin étaient « ton père ». Et c'était suffisant.